This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. My God, si vous n'êtes pas abonné à Radio Pirate Prime, on a 2 heures où on a fait le tour d'un paquet de choses pour ouvrir ce matin. Et on a plus de Prime encore à venir. Donc, beaucoup de stock. À peu près, les gens se demandent à peu près combien. On fait à peu près 3h45, 4 heures de stock par jour. On fait ça à peu près 225 jours par année. Donc, ça fait beaucoup de jasage. Mais ça nous fait plaisir. Ça nous fait... D'abord, c'est une thérapie pour nous. Puis je pense que on n'est tellement pas nombreux au Québec à voir clair. Il y a tellement de monde un peu perdu et dans le banc de poissons un peu mélangé qui suivent la parade sans trop se poser de questions. Et ça fait du bien d'être entre gens allumés. Je veux vous saluer, les Pirates Prime et les Pirates Live, d'être là. Et si vous en voulez plus, c'est ça le fond de mon message, allez vous abonner sur radiopirate.com. Jerry, en ce mardi, et Mr. White, on aura bien du stock à vous présenter dans les prochaines minutes. J'ai une question, une autre question morale pour toi. Mais là, ça nous implique moins parce qu'on n'a pas de femmes. Je vais peut-être demander à MC si ça voudrait se joindre à nous. Malheureusement, elle n'est pas disponible. Mais dans le temps des fêtes, j'ai vu, je pense que c'est au jour de l'an, où j'ai vu une femme que je trouve très belle, encore aujourd'hui, Halle Berry, que tu connais depuis longtemps, que tout le monde connaît depuis longtemps, qui a été mariée avec un gars du Québec pendant quelques années. Un mannequin québécois. Un mannequin québécois, exactement ça. Exact. Et vous êtes tellement potin, vous. Ah ben oui, mais ça, tu vas voir que ça va virer à autre chose. Parce que ça, c'est une femme connue. Mais moi, je le vois également, parce que veux pas. Les gens que j'ai sur mon Facebook personnel, c'est des gens que je connais depuis longtemps, c'est des gens que je connais depuis... les gens que j'ai, moi, je sais que toi, ton Facebook personnel, il y a beaucoup de monde qui sont des auditeurs, mais moi, le mien, c'est vraiment des gens que je connais. Donc, j'ai pas 1000 amis, j'ai pas 2000 amis. Je comprends. J'ai à peu près 500-600 personnes, et ce sont tous des gens que je connais. Bon, Facebook fait qu'on ne voit pas tout le monde, là, dans les gens qu'on connaît. Il y a des gens qui font des affaires sur Facebook qu'on ne voit pas. Il y a le côté de Facebook un peu mal fait de ça qui m'énerve, là. Mais souvent, ce que je peux voir, c'est... Il n'y a pas une tonne de gens qui font ça, mais il y en a. Des femmes d'un certain âge. Ah, c'est pas correct de dire ça. Non. Des femmes plus matures, qui sont des belles femmes, qui s'arrangent bien, qui vont se mettre un peu de piqûre. OK? Il y en a qui abusent. Il y en a qui font plus attention, il y en a qui c'est mieux fait. S'habille bien, on veut faire les seins, essaye de manger bien, de s'entraîner, tout pour encore plaire. On veut pas que ça finisse, vous comprenez? Mais il y a comme un temps où les photos d'ados ne fonctionnent plus. Tu me suis-tu dans ma patente, Jerry? Oui. Halle Berry a mis... Halle Berry, elle a 57 ans. Elle a 57 ans. Je répète. Halle Berry, c'est une très belle femme, OK? Moi, je trouve que pour 57 ans, elle est extraordinaire, OK? La question que je pose, c'est, puis je te pose à toi, c'est que ces femmes-là sont très belles. Elles s'entraînent probablement très dur, un peu comme J-Lo, tu sais, c'est le même genre de personnes. Mais ils prennent des poses avec des photos de jeunes adultes. Donc, la craque de boule, les petites shorts coupées, la photo avec la pose sexy, on prend un selfie et on met ça sur Instagram. Vous allez me dire que dans leur cas, à eux autres, c'est une histoire de rester sur le marché parce que c'est le même qui ont des contrats, qui font des films, qui vont être engagés peut-être par une compagnie de shampoing, etc. Je comprends toute la patente. C'est ça. Mais même là, même pour eux autres, parce que je le vois,
ce que moi je vois sur mon Facebook, je vous dis pas que sur 500, 600 amis, il y en a 75 qui le font, mais il y en a assez qui le font pour que des fois, des gens qui connaissent ce monde-là s'envoient des genres de messages en dessert et disent « Voyons, Chris, pauvre petite, décroche. » Parce qu'il y a comme un côté un peu malaisant de voir que des femmes de 50 ans, 55 ans, 56 ans veulent demeurer à leur prime et agissent comme si elles étaient des jeunes filles qui sont sur Instagram de 22, 23 ans. Puis même nos filles, moi, mes filles vieillissent. Mes filles ont une qui a 21 ans, l'autre a 19, s'en vont vers 20 puis 22 dans les prochaines semaines, prochains mois. Déjà, même eux autres ont cette réflexion-là sur leur groupe d'âge. Donc, commence à savoir quand est-ce que ça finit d'essayer d'avoir l'air de floune quand tu es une madame. C'est une madame, là. 57 ans, c'est une madame, là. Je l'ai vu, la photo de Halle Berry, là. Je l'ai devant moi, présentement. Elle est comme dans un corridor, là, un manteau doré, mais c'est ouvert, on y voit les jambes, là. Puis je tiens à répéter, là. Mais moi, je la trouve extraordinaire. Moi, j'adore Halle Berry. Je trouve que c'est une femme incroyablement belle à 57 ans. Là. OK? C'est pas le point. Mais je vais te poser la question d'une autre manière. Oui. C'est quand que... pour une femme, c'est quand qu'elle décide d'avoir des cheveux blancs? C'est drôle, on a déjà eu... Ma blonde m'a posé cette question-là dans le temps des fêtes. Voilà, c'est une question. Elle me dit, à un moment donné, je vais en avoir plein de casses d'avoir à aller chez la coiffeuse. C'est ça. Moi, ma blonde, elle a 59 ans. Ma femme a 59 ans. Elle a les cheveux noirs. Quand je l'ai connue, on l'avait 20 ans. Ma belle-mère a fait le move l'année passée. Moi, j'ai toujours trippé sur les filles aux cheveux noirs. On a des préférences, hein, comme... moi, quand je l'ai connue... Est-ce que ta blonde a des cheveux... je veux pas être... Mais est-ce que ta blonde a des cheveux blancs? Ma blonde, oui, elle a des cheveux... Elle a un peu de cheveux blancs. Mais pas si pire pour son âge. Pas si pire pour son âge, mais okay. Elle se teint les cheveux. Oui. Mais je veux dire, si elle avait les cheveux blancs au complet... Oui. Ça serait beaucoup de coiffeuses quasiment, parce que la repousse arriverait souvent, tu comprends? C'est ça, mais là, c'est ça l'histoire. C'est que t'as l'espèce de passage à tes cheveux naturels, aux cheveux blancs. Donc, tu peux les contrôler aujourd'hui. Oui, aujourd'hui avec par les teintures. Tu peux aller par étapes, mais à un moment donné, c'est moins pire pour les gars, je pense. Là. Mais je sais qu'il y a des gars qui se teignent, puis la patente. Je comprends ça. Là. Les gars qui se teignent, c'est toujours un peu bizarre. On parle des filles parce que c'est la majorité. Quand tu rentres à la pharmacie, tu as de la teinture à cheveux, là, tu en as pour 1 kilomètre de long. Là, tu tournes le coin, puis il y a un autre kilomètre en revenant. C'est inimaginable. C'est Walmart, tu as 2 rangées de teinture à cheveux. Ah oui, c'est une grosse ils doivent en vendre un peu. Là. Ben oui. C'est un marché de milliards. Là. Parlez-en à L'Oréal. Mais c'est ça, en fait, c'est quand la décision que tu prends... Regarde, ma belle-mère, c'est l'année passée, donc 79-80 ans. C'est là qu'elle a fait le switch. Tu sais, à cause de ma belle-mère, j'ai dit à ma blonde, penses-tu qu'un jour, tu vas avoir les cheveux blancs? Elle me dit, probablement que oui. Puis mais pas là. Dit, mais pas là. C'est trop jeune. 0. Trop jeune présentement. Exact. Probablement qu'elle en a encore une dizaine, quinzaine d'années. Mais tu sais, là, assez... ma blonde a les cheveux noirs comme ta blonde. Exactement. Et là, elle a pâli ses cheveux. C'est sa coiffeuse, Erika, au Grand Salon, qui, en avant de... Écoute, je suis influenceur pour le Grand Salon. Donc, oui, c'est ça. Je suis influencer. Puis, ça a l'air que c'est hard, les influenceurs, en 2024. J'ai vu ça dans un sondage. Ah oui? OK. Ouais. Bon, je crois pas ça, mais des fois, ces sondages-là, j'avais l'impression que les gens disent ça, mais finalement, ils regardent plus, puis quand quelqu'un se garoche sur quelque chose, ils suivent tout, donc les influenceurs influencent encore, mais oui. Mais elle a dit, il faut que tu commences à pâlir. Donc, c'est comme une étape de ce que je comprends. Mais ta question est bonne. Mais je me fie quand même à ton pif. Quoique hier, peu de gens t'ont cru sur l'histoire du 20 millions. Ça, je dois le dire. Le monde ne m'a pas cru. Ouais, c'est ça. Tu sais, 20 millions, c'est de l'argent. Non, attends un peu. Je te l'ai dit avant. La réponse que je vais te donner, n'importe quelle réponse que je vais te donner... Ça ne sera pas la bonne.
ça va être interprété des deux bords. Mais comme je t'ai dit, le chèque de 20 millions est sur le bureau, tu shakes. J'ai posé la question à d'autres hier, puis c'est tout le monde, même si les gens n'ont plein le cul des vaccins, écoute, ben, on fait l'annonce. Ils prennent l'argent. Ils prennent l'argent. Donc, question morale. Là. Mais cela est moins moral un peu, mais c'est du patinage. C'est du patinage. Moi, je trouve... Écoute, Halle Berry, je te le dis, là, je la trouve belle. Je trouve qu'elle est parfaite. Je regarde ses photos dans son compte Instagram. Mais je comprends pas j'ai de la misère à comprendre qu'une belle femme de 55 ans a besoin de se faire poser comme une fille de 20 ans. Comme si... Comme une adolescente, en fait, ou une adolescente. 20 ans, t'es plus adolescente, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, comme une poupoune du moment, les belles femmes, les belles filles de 25-30 ans, les stars, les starlettes. Elle en est une star. Mais ça veut dire, c'est sûr que quand tu es actrice, à un moment donné, les contrats arrivent, puis là, tu reçois, mettons, je sais pas moi, 4 propositions de films, puis les 4 propositions, ben, c'est que tu vas être une mère. C'est ça, ou une grand-mère. Là, tu peux plus jouer la non, fille. Tu ne seras jamais la popoune du film. Non, parce que là, ton rôle, ça va être la mère de la popoune. Exact. Ben, c'est parce que tu es rendu à cet âge-là. Mais c'est sûr que Taylor Swift va arrêter de se mettre de la graisse de Bering rouge à la tonne de même quand? Hein? Parce que veut pas, les lèvres commencent à être plus dures à définir en vieillissant. Oui, c'est ça. C'est sa marque de commerce, mais là, elle a 34. Là. Oui, mais t'as pas 34, tu déboules à 40 pas mal plus vite qu'on pense. Là. Non, on déboule. Ça, c'est sûr qu'on déboule. D'ailleurs, est-ce qu'elle est lesbienne? Ben ça, c'est la rumeur d'hier. C'est une rumeur qui court depuis un petit bout. Là, que Taylor Swift serait lesbienne. Que Taylor Swift serait lesbienne. Voyons, elle sort avec... elle serait queer. Qu'est-ce que c'est queer? C'est une genre de bisexuel, queer? Pas sûr. Oh. Non? J'ai de la misère à me retrouver là-dedans, mais je vais te le dire, c'est quoi queer? OK, moi aussi, j'ai de la misère à me retrouver. Il y a trop de noms. Là. Bisexuel, je sais très, très bien. Ben, moi, je dis monsieur, madame en général. Ben oui, c'est ça. Puis nous autres, dans le temps, c'était plus simple que ça. Je pourrais utiliser les mots qu'on prenait, là, mais c'est tellement simple. Ben, moi, ça ne me surprendrait pas que Taylor Swift elle donne à French ses amis de filles de temps en temps. Là. Voilà. Ça, c'est quand j'ai vu ça. J'ai pas vu le texte du New York Times. J'ai vu les textes qui ont été faits à partir du New York Times. La journaliste du New York Times donne un paquet d'exemples qui prouvent son point. Que probablement, malgré qu'elle est avec Travis Kelce, c'est ça, Travis? Oui. Travis Kelce. Que même si elle est avec Travis Kelce, probablement que dans le vrai monde, elle est un peu dans les deux univers. OK? Oh, ouais. Ça a été shaké. Là. Il y a du monde qui ont dit ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est un... Je ne veux pas défendre le New York Times. Pourquoi c'est un fucking texte dans le journal. Tu veux dire, les gens ont le droit... Qu'est-ce qu'on est devenu? My God! Oui. C'est quoi? C'est pas grave, là. Là, il y a eu une levée de boucliers hier, ça n'a pas de bon sens, puis il demande au New York Times de s'excuser, puis demander au New York Times de canceller la... Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Pas grave. Ça peut même être faux en passant. Elle a même le droit d'être carrément dans le champ. Là. C'est quoi cette maudite manie-là d'essayer d'empêcher le monde de dire ce qu'ils ont envie de dire? Si elle pense ça, pour différentes raisons, elle dit. Mais moi, je suis comme Mr. White. Je ne suis pas surpris de savoir que Taylor Swift, comme toutes les stars d'aujourd'hui, qui sont dans un milieu un peu fucké, je veux dire, moi, je lis assez de livres sur tout ce milieu-là pour vous dire qu'il n'y a rien là-dedans qui me surprend. Là. Ils sont fuckés. Ils sont fuckés. C'est la raison pourquoi on les aime. C'est la raison pourquoi ils sont créateurs. C'est la raison pourquoi ils sont plus fuckés que monsieur et madame tout le monde. Là. Donc, en étant fucké, t'es ouvert à plein d'expériences, puis t'es dans des parties tout le temps, puis il y a de la boisson, puis il y a des affaires excentriques qui arrivent. Donc, de savoir d'un matin que Taylor Swift a eu probablement des relations sexuelles avec des filles, pour moi, je tombe pas en bas de ma chaise. Son chum commence à s'habiller avec des paillettes aussi, je trouve. Là. OK, il fait ça, lui, Kelsey? Non, mais tu sais, des fois, quand tu le vois sortir des avions, il ben là, c'est sûr qu'il commence à se prendre au sérieux un peu. Oui. Il commence à avoir des petits mais je l'haïs pas, lui. Ben non. Je l'haïs pas parce que à un moment donné, je l'ai vu monter lors d'un Monday Night, je l'ai vu monter sur le stage,
Puis j'ai dit, tabarnache, il a pogné le micro. Il aime ça, le micro. Hein? Il aime ça pas à peu près. Et il a dit à l'animateur principal, parce que tu sais qu'il y a un animateur, puis il y a genre 4 anciens joueurs qui sont devenus analystes. Puis il a dit à l'animateur, qui est un animateur de ESPN très connu, toi, puis il y a plein de monde qui parlait en même temps, mais j'ai défriché à travers le brouhaha qui a réglé le cas de ce gars-là. OK? Donc, c'est pas un gars qui a peur de... Puis hier, il a dit dans un podcast, je pense que c'est hier ou avant-hier, il a dit... non, c'est hier parce qu'il a parlé des matchs du week-end. Donc, c'est hier avec son frère, il a fait son podcast. Et il a clenché les médias. Il a dit que c'était une gang d'abrutis, une gang d'idiots. Donc, il y a des affaires qui nous ressemblent là-dedans. Parce qu'eux autres, ils ont analysé les coachs qui allaient probablement se faire mettre dehors dans les prochains jours, prochaines heures, dans la NFL. Puis, ils avaient mis le coach des Steelers, qui finalement a fait les playoffs, qui est un des seuls coachs depuis... Je pense que ça fait 15 ans qu'il est avec les Steelers. Et ce gars-là n'a jamais eu une saison en bas de 500. Donc, il dit, voyons non, sacrément, c'est le meilleur coach de la business. Puis les innocents de Talking Heads à travers les médias sont en train de vouloir avoir la tête du coach des Steelers alors que c'est le meilleur de la business. Il dit gang d'idiots, etc. Donc, tu sais, le gars ne retient pas, jaillit pas. Donc, dans ce temps-là, je jaillis pas. Mais j'ai remarqué, effectivement, qu'il est en train de sortir un petit côté un peu plus excentrique, étant avec du monde comme Taylor Swift, et tout le monde qui est alentour de... Mais tu sais, c'est pas une grosse affaire. Probablement qu'elle est straight à mort. Probablement que c'est même pas ça. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est de voir que les gens veulent canceller une journaliste. C'est le New York Times. Je ne veux pas défendre le New York Times. Là. J'ai essayé à mourir. Mais je veux dire, my God! Tu sais... calmez-vous les nerfs, là. Calmez-vous les nerfs. La fille a fait juste soulever. Est-ce que... Taylor Swift, c'est une incontournable. Tout le monde parle d'elle, incluant Radio Pirate. OK, on a parlé hier, on a parlé aujourd'hui. Donc, c'est incontournable. Ben, ça ne s'est jamais vu là, dans l'histoire de la musique. Là. Taylor Swift, c'est plus gros que les Beatles, je vais le faire. Oui, c'est un sujet qui est inévitable. Donc, à partir de là, tout peut se demander comme question. Mais là, de voir que parce que tu es une Swift... C'est quoi, Swiftie? C'est ça? Swiftie. Swiffer, c'est la balayeuse. C'est la mop, là. C'est la mop. D'ailleurs, message pour ma fille Justine, qui a commencé à faire du lavage. Hein? Okay. Il y a une différence entre un morceau de Swiffer et un morceau pour mettre dans la sécheuse pour l'antistatique. OK. C'est pas pareil. Non. Non, c'est pas pareil. Là. Un, c'est fait, c'est ça. Un, c'est pour le lavage, pour mouiller. Un, c'est statique pour ramasser la poussière. C'est ça. Puis l'autre, c'est pour repousser le statique. Donc, c'est pas ma même affaire. Mais elle a dit, écoute, donc, il faut qu'ils apprennent. Il faut les laisser apprendre. Il faut les laisser apprendre. Mais, regarde, j'ai pas posé la question encore. J'ai pas posé la question à ma fille est une Swiftie incroyable. Mais je veux dire, il y a des Swifties là-dedans là, il faut qu'ils se calment les nerfs. Il faut arrêter de canceller le monde à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui nous déplaît. On peut questionner. Là. On peut questionner. Mettons le Journal de Québec. À tous les jours, il y a 2-3 chroniqueurs qui nous répètent à peu près la même chose sur Donald Trump. Pas question d'aimer ou pas aimer. Donald Trump n'est pas là la question. C'est, tu peux dire, êtes-vous fou, Chris? Vous êtes toujours sur la même track. Vous êtes toujours en train de dire les mêmes affaires. Vous être dans une maladie très, très profonde. On peut faire ça. Mais on ne peut pas demander au journal de canceller quelqu'un. Il est peut-être malade dans la tête, il file peut-être pas. Mais on ne peut pas demander au journal de canceller quelqu'un parce que la personne parle continuellement de telle personne. Puis tu te dis, Christy, c'est devenu maladif. Tu peux dire au journal, ouais, ce serait bon que tu aies un chroniqueur qui, lui, dit peut-être l'inverse, qu'on soit capable d'avoir les deux côtés de la médaille. Mais cette maladie-là, de vouloir canceller, comme nous, on a été cancellés par une partie des grands médias, comme le Doc Mayou a été cancellé, comme André Arthur a été cancellé dans sa carrière. Donc, tous ceux qui sont contre le discours environnant, de toujours demander la cancellation, la société ne gagne pas quand on fait ça. Donc, salutations au Doc Mayou, qui serait dans ses derniers moments de ce que j'ai pu comprendre. J'en avais entendu parler un peu avant les fêtes, off the record par mon ami Régent Tremblay, de l'état de santé du doc qui aurait peut-être consulté un peu trop tard pour quelque chose qu'il y avait, mais coordonnées mal chaussées, c'est pas la première fois que ça arriverait au doc. Donc là, de ce qu'on a appris de José,
le doc serait probablement dans ces derniers temps. Puis, comme je le disais sur le Prime un peu plus tôt, je vais le répéter encore parce que c'est important de le dire, ce qui est triste dans la société de cancellation et où on veut que tout le monde ait le discours qui est choisi un peu ou encore, il y a comme une liste de choses qu'on doit dire, puis comment on doit les dire, puis etc., de voir que nous perdons un courageux, le côté triste de ça, la mort arrive. Là. La mort arrive à tout le monde, on va tous mourir, surtout quand on est vieux, on a des chances de mourir. Mais de voir qu'à chaque fois qu'il y a un fighter qui s'en va à contre-courant, puis il y en a tellement peu au Québec, qu'à chaque fois qu'on en perd un, on n'en gagne pas deux, on en perd un, puis il y en a un de moins. C'est une grosse défaite. C'est une grosse défaite parce que dans une société qui est vivante, dans une société qui est toute là, ben, on saluerait le Doc Mayou pour dire qu'il a fait une belle ride, puis il est arrivé en fin de vie, puis là, ben, goodbye, puis on lui souhaite la meilleure des choses, puis la meilleure des choses aux gens qui restent, etc., vous savez. Mais là, c'est plus gros que ça. Parce que ici, on ne remplace pas ces gens-là. Donc, c'est des grosses pertes. C'est des énormes pertes. Parce qu'il n'y en a pas de courageux. On l'a vu, on le savait avant. On a eu la confirmation pendant la COVID. On a vu toutes les astis de fakeux pendant la COVID. On a vu les faux. On a vu qui c'est qui se tenait debout. Il n'y en a pas beaucoup. Puis il y en aura de moins en moins parce que la minute que quelqu'un sort du lot et qui arrête, et qui s'en va sur... Là, c'est un sujet niaiseux. La journaliste du New York Times pose la question à savoir, ça se peut-tu que Taylor Swift soit queer? C'est pas grand-chose, là. Mais déjà, ça colle à la cancellation. Imaginez-vous quand c'est des vrais sujets. Imaginez-vous quand c'est de demander qu'on mette en prison la gang d'amoureux du Hamas puis des terroristes. Imaginez-vous quand c'est ça, là. Ça se peut que quelqu'un se fasse mettre... Oh! Imaginez-vous quand quelqu'un de Rebel News s'en va poser la question à une ministre du gouvernement Trudeau. Qu'est-ce que le policier arrive dessus et il saute dessus? Donc, c'est quoi que ça envoie comme message? Si vous n'êtes pas un rebelle, si vous n'êtes pas un bum, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a des couilles grosses de même, ben c'est sûr que vous n'allez pas toffer. Vous ne serez pas le Doc Mayou. Vous ne serez jamais le Doc Mayou parce que vous allez rentrer d'un rang, puis vous allez fermer votre gueule parce que vous allez perdre votre job ultimement, vous allez vous faire canceller, vous ne serez pas capable de vous relever, puis vous allez rentrer d'un rang. On l'a vu pendant la COVID. Je pourrais vous sortir 25 noms comme ça tout de suite là. Mais moi, je ne peux pas vivre dans un monde de même. C'est le monde dans lequel on est. Là. Un monde aseptisé, peureux, le monde qui se met en file puis qui attendent comme des bouffons. C'est là qu'on est, là. Du monde, des espèces de numéros du gouvernement. Le Doc Mayou s'en va dans une société normale. Le Doc Mayou s'en va, il y en a 2-3 autres qui arrivent. Mais dans une société morte comme la nôtre, manipulée, où les gens qui se lèvent debout, puis parce que la minute que tu poses des questions, moi j'ai juste posé des questions, avons-nous le moyen, puis ça va-tu changer de quoi, même si on lui donne 50 000 de plus à tous les profs? J'ai pas été vu comme quelqu'un qui pose une question qui est tout à fait normale. Je suis vu comme quelqu'un qui est contre les profs. Je suis vu comme quelqu'un qui est contre la fonction publique, alors que je suis rien de ça. Je pose juste les questions que n'importe qui de la classe moyenne qui paie des impôts et des taxes et qui gagne 50 000 par année doit se poser. Bien, ces gens-là, ça ne pose plus parce qu'ils ne veulent pas déplaire. Mais Chris, moi, je le pose. Oui, anyway, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Moi, je garde, ma vie est faite. OK? Mais après nous autres, il faut qu'il y en ait d'autres. Où ils sont? Ça. Après nous autres, ça en prend d'autres. Où ils sont? Où est le remplaçant du Doc Mayou? Où est la remplaçante du Doc Mayou? C'est elle la vraie question. Malheureusement, il n'y en aura pas. On n'était pas nombreux, on n'est pas nombreux. Capable de mettre sa job au bat, pas nombreux. Je vais vous dire de quoi, je vois tellement de monde qui ont fait dans le shot, qui ont laissé tomber. Il y en a plein. Les astis de mauviettes. Ça, on en a beaucoup. Ça, on en a beaucoup trop. Non, le Doc Mayou. On est combien, là? Dans la gang, on est combien? On est-tu 15? Ben, à chaque fois qu'il en part un, c'est pas un parmi 1 million. Non, c'est 1 parmi 15. Puis on était 16 avant. Puis à chaque fois, il y en a un qui part. Boum. C'est inquiétant, je vois le vert. Là.
Donc, c'est pour ça que je me lève et je défends le New York Times. Des fois, là, c'est le New York Times, j'ai essayé à mourir. Imagine. J'ai essayé à mourir, mais on défend le principe. On ne peut pas canceller des gens à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui ne nous plaît pas, Chris. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose de terrible. Ça fait que quand les gens voient ça, avant d'ouvrir la bouche, au lieu de dire ce qu'ils ont envie de dire, ils attendent de voir ce qui se dit et ils disent pareil. Ouais. Ça, c'est triste. Calme-toi les nerfs, Jeff. C'est fait. On a du bon temps à venir sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. Bon mardi. Jerry, thank you d'être là, mon ami Jerry, Mr. White. On revient dans quelques instants. Tiens-toi. Jeff Fillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. 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 Jerry, il y a une petite boîte. La boîte très, très bizarre, c'est la boîte du vendredi. C'est la boîte à pizza. Puis ça, c'est une boîte. Ben, c'est des boîtes, hein, Jeff. Les boîtes, ils se remplissent. Puis le boursicotage. Puis moi, j'ai beaucoup, pour vrai, là. Je n'invente pas, là. C'est pas le genre de gars qui dit « Ah, j'ai reçu un email en 3 mois. » Non, c'est pas ça. J'ai eu plein de messages pour le boursicotage. Il y a une crowd pour le boursicotage. Donc, le boursicotage, c'est une fois par semaine. Puis c'est ça qui est le fun avec... puis j'ai toujours de petites idées à vous donner de boursicotage. Mais aujourd'hui, c'est la boîte. Et l'histoire, je le sais que Jay de Pilot, j'ai vu sur X que Jay va nous parler de l'histoire du 737 MAX. 737 MAX qui a perdu la porte ouverte. Une partie de la carlingue, en fin de compte. C'est l'explosion. Après ça, l'explosion du panneau de cabine. C'est comme ça qu'ils l'ont dit. Donc, Jay va nous faire toute la tournée de ça. Là. Ben, je comprends, cet avion-là n'aurait jamais volé. Ben, l'avion a été certifié en novembre. Hein? Oui, mais il y avait des lumières qui allumaient. Là. Ils ont dit, cet avion-là, les vols entre Los Angeles et Hawaï, on le prend pas, on va le laisser inland. Parce que des fois, les lumières allument. Oui, parce qu'il y a un... Moi, j'aime pas ça entendre ça. Là. C'est ça, parce qu'il n'était pas assez pressurisé. C'est ça. Il n'était pas pressurisé à leur goût. Ça veut dire qu'il y avait sûrement une espèce de passage d'air quelque part. Puis ce qu'on apprend aussi ce matin, c'est que il y avait... Parce que l'autre compagnie, ça, c'est Alaska Airlines qui a perdu le panneau. Mais une autre compagnie, c'est United Airlines. Les 737 MAX, c'est des Big Mac. Là. C'est l'avion qui a le plus à terre. Exactement. Mais United a dit que... peut-être pas le MAX, mais le 737. Oui, c'est ça, le 737. Mais les autres, ils ont dit qu'il y avait, sur certains de leurs appareils United, qui avaient des boulons de desserrer. Autrement dit, c'est drôle le fait qu'on dit boulon desserré. Je pense qu'il faut le prendre de l'autre sens. C'est comme si les boulons n'avaient pas été assez serrés ou pas revérifiés. On va dire un peu maintenant. Tu sais, la job, on dit la job d'usine pas finie. Là. Ouais. C'est moi qui dis ça, là. Mais United, quand même, qui ont parlé de ça. Là. Il y a beaucoup de spéculation. On va en savoir plus par rapport à ça. Jay va nous en parler aussi, parce que Jay, c'est un pilote. Là. Est-ce que ça a eu un impact sur l'action de... pas de Bombardier, mais de Boeing? Boeing a perdu hier, je pense. Je vais te dire ça. C'est une bonne question. Je n'ai pas... Tu n'as pas checké ça? J'ai pas checké ça. Mais t'as peu, je vais te le dire. Si ça a un impact. Parce que là, Boeing, il va falloir qu'ils remettent un peu de discipline dans la boîte. Là. Il va falloir qu'on délaisse les histoires d'engager la diversité, l'inclusion et toute la patente. C'est sûr que là, c'est des dirigeants. Toutes ces grandes compagnies-là, on sait, là, sont poignées dans une histoire. Là. On était dans le coin là, on n'engage plus les meilleurs. On engage ceux qui remplissent des cases. Là. Non, là, ça ne marche pas. Là, tu vois, c'est des avions. Mais ça ne peut pas avoir un effet à un moment donné. Là.
Ben là, c'est de l'aviation. Jeff, Christophe, c'est de oui, mais la haute c'est technologie. Pas le même. C'est pas ça que je veux dire. C'est que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu engages les meilleurs. Puis si les meilleurs sont tous noirs, ils sont tous noirs. Puis s'ils sont tous hétéros, ils sont tous hétéros. S'ils sont tous transgenres, ils sont tous transgenres. Mais là, Chris, prends les meilleurs. Laisse faire les histoires d'inclusion, toute la patente. Là. On parle d'avion, là. Moi, je pense que les compagnies sont fourrées avec leurs histoires. Il n'y a pas BlackRock qui a mis 600 personnes dehors hier? Du département, justement, qui gérait ce côté-là un peu débile là, de l'inclusion. Il a crissé 600 dehors. Ça part de où, cette histoire d'inclusion-là? Ça part de toutes les affaires de la bourse. Non, mais je comprends. Ça part du, c'est quoi, le ESG, peut-être demain, ça part tout de cette marde-là. Oh, je comprends, mais c'est si bol. En fin de compte, ça prend quelqu'un qui est capable de faire le travail. Ben, c'est sûr. Christophe, il faut changer les habitudes, il faut changer les choses, la manière que nous faisons, ce que l'on fait depuis 50 ans, on pensait que c'était la bonne manière, mais il faut ouvrir nos horizons. Non. Ben, c'est parce qu'une pub de bière, c'est une affaire, là, mais un avion, c'est une autre affaire. C'est ça. Un médecin, c'est une autre affaire. Une pub de bière, c'est drôle, là, mais... En passant, Rocky Balboa, Sylvester Stallone s'est fait offrir 100 millions de dollars pour être le visage de Bud Light. OK. Il a refusé. Ah oui. Il dit qu'il n'embarquait pas dans des patentes woke. Il dit, moi, je suis pas là pour sauver des compagnies woke. Ouais. Okay. Lui, il peut le dire. Mais dans le sens que lui, il a de coller un peu. Là. Il est solide? Ouais. Donc, ils ont pris Peyton Manning avec Emmitt Smith, puis il essaie de corriger ça, mais il m'a dit de quoi? Ça va être toute une job. Mais, je veux dire, c'est fucking crazy, là. Puis, sais-tu quoi? Je ne veux pas donner de détails, mais quelqu'un m'a raconté hier que sa prof a demandé, parce qu'à l'université, dans les classes, il y a beaucoup de travail en équipe. Puis, les Africains se mettent avec les Africains, les Québécois se mettent entre Québécois, puis s'il y a d'autres pays, tu comprends? Et ça se fait naturellement. Pour moi, il n'y a aucune surprise. La prof dit, moi, je veux pas ça. Moi, je veux la diversité à travers les équipes. Mais là, ça a déjà été fait dans une autre classe. Et ça n'a rien à voir avec la couleur, parce que vous savez qu'il y a de l'Afrique, il y a des Blancs qui arrivent de l'Afrique. Pas juste des Noirs qui arrivent à l'école de l'Afrique. Donc, ça n'a rien à voir avec la couleur, ça n'a rien à voir... Non, ça a à voir avec la culture. Oui, un Marocain, c'est un Africain. Ben oui, c'est ça, exact. Puis, la personne dit, la raison pourquoi... Il y a deux raisons pourquoi dans les classes, on se met en des gangs de même. Un, c'est qu'on est dans le même cours. Mettons qu'il y a quelqu'un qui est dans telle affaire, l'autre... Ils se mettent dans la même gang parce qu'ils sont dans les mêmes cours de d'autres choses. Puis l'autre affaire, c'est que les techniques de travail sont différentes. OK? Il y en a qui travaillent plus fort, il y en a qui travaillent plus structuré, puis il y en a qui sont un peu plus... il y en a... Puis là-dedans, il y en a qui se couchent pas. Puis ils sont pas tous là pour faire les travaux. Parce qu'ils vivent à l'heure de l'Afrique. Donc, sur leur ordi, l'heure qu'ils ont, c'est l'heure de l'Afrique. Donc, la nuit, eux autres, ils font du vidéo, puis ils font des affaires qui se passent en Afrique. Donc, le jour, ils arrivent à l'école, ils sont complètement fatigués, ils n'ont pas dormi. Donc, il n'y a rien de je veux pas de divers. C'est juste que les étudiants sont là, ben nous autres, on veut que ça marche. Moi, je ne veux pas me ramasser toute la job. Puis, je vais avoir des bonnes notes. Donc, on essaie de spotter avec qui ça va fitter. Rien à voir avec la... Non, la prof a dit non, moi, je veux pas ça. Moi, je veux telle affaire, telle... Ouais. En connaissant les conséquences. Mais ça, c'est dans une classe avec des jeunes. Ben, c'est le même des compagnies, c'est le même des banques, c'est le même partout. On n'est pas en train de vouloir offrir les meilleurs services. On n'est pas en train de vouloir bâtir les meilleurs avions, les plus safe. Ce qu'on veut, c'est faire un fucking point. C'est ça qu'on veut maintenant. Mais il semblerait que c'est peut-être la fin de ça. Semblerait. En tout cas, j'ai vu l'échange entre Mark Cuban et Elon Musk. Oui, Mark Cuban, je l'aime beaucoup. Mais quand ça tombe sur ce sujet-là, il me fait peur un peu. Là. Il me fait peur un peu. Là. Puis, il m'a dit, comme plusieurs, ils ont dit, on a hâte de voir une Chinoise de 5-2 dans ton équipe de basket à Dallas.
D'après moi, ça n'arrivera pas, là. Une Chinoise lesbienne avec un pénis de 5,2 dans son club. D'après moi, ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. Il va prendre les meilleurs de la business. Là. OK. Il prend meilleur de la business pas mal, hein? Ça ressemble à ça pas mal. Là. OK. Ouais. Après ça fait la leçon sur... Ouais, mais il faut faire... ouais. Tu fais pas ça dans ton club de basket, by the way, là. What's next? Juste te dire, je vais répondre à ta question. Boeing, oui, ça dans le coin de 245$. Puis ça l'a baissé. En ce moment, c'est à 2,26$ à peu près. Okay. À peu près 20... c'est un quoi? Je sais pas, 5% peut-être, ou à peu près gros. Donc, c'est un 5% à faire dans les prochains jours, peut-être acheter des actions de Boeing. Mais l'histoire derrière tout ça, là, oui, c'est de grounder les 737, mais l'affaire, c'est que c'est le 737 MAX 9. Et le prochain à venir sur le marché, c'est le 737 MAX 10. Lui, c'est le top. Le prochain qui s'en vient. Parce qu'il y a d'autres qui ont peur des retards. Pas je comprends. Parce que lui, le 10, il s'en vient sur le marché. Il y a juste qu'ils ont peur des retards de peut-être 1 an, même un peu plus que ça, parce que c'est le monocouloir le plus économique de la business. C'est le top des avions, de l'aviation monocouloir économique. C'est le 737 MAX 10 qui s'en vient sur le marché. Et là, si, avec cette histoire-là, ça ralentit, comment dire, ça ralentit le processus d'entrée parce qu'il y a beaucoup de commandes. Là. À un moment donné, il faut qu'ils voient. Moi, je pense que c'est toutes des estis de patentes de médias encore. Oh, ça se peut. Oh, oui, c'est sûr. Toute l'histoire a pu finir. On est rendu qu'on pogne toutes les patentes, puis tout devient des tragédies à pu finir. Mais l'affaire, c'est capoté, c'est qu'il y a eu des débris parce que le morceau est parti, puis il y a du stock qui a sacré le camp en bas de l'avion à 16 000 pieds d'altitude. Mm-hmm. Il y a du monde qui a retrouvé un genre de porte. Là. Ils ont trouvé des bébelles. Là. Il y a du stock qui est tombé. T'es en train de faire ton jardin, puis t'arrives, il tombe une porte sur la tête. Dans ton jardin, tu as une espèce de morceau d'avion. Mais là, ils ont tous ramassé les morceaux. Et dans les morceaux, il y avait un iPhone. OK. Oh. Lui, c'est sûr que lui était intact. L'iPhone, il n'est pas brisé. L'iPhone, il tombe d'une table. Puis il se scrape. Là, il est tombé de 16 000 pieds, puis il n'est pas scrap. Ouais, ça, c'est bizarre. Il marche encore, je te jure. Et sur l'iPhone... Moi, je pense qu'il y a un gars d'Apple qui l'a trouvé en premier puis qui l'a changé. OK, là, tu es conspi. Sur l'iPhone, c'est comique parce que l'iPhone, il est en mode avion. Parce que la personne... non, parce que le monde dans l'avion, il était en mode avion. Ça doit être ça, l'histoire. Il est plus solide en mode avion. Et sur l'iPhone, autrement dit, la page, quand tu regardes le téléphone, là, c'était des renseignements sur ses bagages. C'est pour dire, tes bagages sont embarqués dans l'avion. Tu sais, un genre de suivi de bagages. Que l'iPhone, qui était en mode avion, quand ils l'ont trouvé à terre, ils disaient, il y a un iPhone. Ils ont regardé, Christophe, l'iPhone était il est tombé de l'avion. 16 000 pieds d'altitude. C'est capoté. Ça, c'est complètement sauté. Moi, je veux juste dire une affaire, OK? Quand je vois des patentes de même, j'ai hâte d'en parler avec Jay, là. Mais au nombre de vols qu'il y a dans les airs, au nombre de Boeing et de Airbus qu'il y a dans les airs. Non, c'est des runs de lait aérienne. C'est incroyable comment il n'y a rien qui arrive. Moi, je me dis tout le temps ça. C'est boire, c'est une histoire. C'est incroyable comment il y a rien. C'est inimaginable de ne pas penser qu'au nombre de vols qu'il y a sur la boule à chaque jour, que ce genre d'histoire-là, ou le genre de patentes qui font jaser, n'arrive pas une fois par semaine. Je ne dis pas que à chaque fois c'est une porte, là, c'est pas ce que je dis. Là. Mais qu'il y a des affaires qui sont un peu bizarres. Hey, c'est incroyable. Donc, voyons ça d'un autre œil. Y a-t-il quelque chose de plus safe que d'être en avion? Non, l'avion, c'est extra safe. En parlant de iPhone, aujourd'hui même, là, jour pour jour, c'était la présentation du iPhone par Steve Jobs. Ah ouais. Si vous l'avez jamais écouté, la présentation, elle est sur YouTube. Là. Steve Jobs qui présente le iPhone en 2007 sur le stage. En 2007, il ne savait pas que sa femme était folle. Hein? Non, je pense pas. C'est parce que je sais pas pourquoi, je suis abonné sur Apple. C'est quoi, Apple News? Je suis abonné à son journal, à la femme de The Atlantic. Oui. Si boire. Ça, c'est à gauche. Eux autres, ça, c'est sa femme à lui. Donc, c'est ça.
Il ne savait peut-être pas en 2007. Donc, il disait quoi en 2007? En 2007, la face, c'est que c'était, jour pour jour, c'était la présentation du iPhone. Je vous le dis, là, écoutez cette présentation. Je l'ai écoutée, moi. Je l'ai réécoutée, là. C'est vraiment le fun à écouter. C'est le futur. Parce que la manière qu'il parle, c'est capoté, là. Il présente l'appareil sans clavier, hein, parce qu'il rit un peu du clavier, là, le clavier. Le BlackBerry. Exactement ça. Il parle, il dit nous, on veut pas un appareil avec un stylet, un petit bâton là, pour toucher l'écran. Là. Non. Il dit le stylet, c'est nos doigts. Je te dis, là, c'est spécial parce que dans notre tête, c'est comme si l'appareil avait toujours existé. Donc, il a toujours été là. Non? Il a évolué, mais pas tant que ça. Oui, il a évolué. Mais il n'a pas évolué tant que ça. Tu sais, cette pensée-là de Jobs qui explique sur le stage en 2007, Christophe, on est en 2024 quand même. Il s'est vendu en 2007, quand c'était annoncé. C'était annoncé, je vous rappelle, le 9 janvier 2007 par Steve Jobs sur le stage. Ils ont commencé à en vendre au mois de juin. OK? Et en 2007, ils en ont vendu 1 390 000. Ouais, je suis là-dedans. Et tu es là-dedans. En 2008, c'est capoté. 2008, ils en ont vendu 11 600 000. Méchant step pareil. Là, quand tu pars de 1,3 à 11,6 d'un appareil on a entendu qu'il y avait beaucoup de compétition. Là. Il y a du monde qui s'est demandé qu'est-ce que c'était. Là. Il y a du monde pensait que c'était un jouet. Là, tout le monde riait de ça, je peux te le dire. Je l'ai eu en premier. Tout le monde riait de moi. Tous ceux qui avaient des BlackBerry riaient de mon téléphone. La plus grosse année du iPhone, c'est 2021. Ils en ont vendu 242 millions. Si boire. Ça fait du téléphone pas mal. Le film, avez-vous vu le film sur BlackBerry, vous autres? Oui. Puis c'est le fun de voir dans le film, parce que c'est l'histoire de BlackBerry. Oui, l'histoire de BlackBerry. C'est le fun de voir dans le film quand le iPhone arrive. Comment qu'eux autres réagissent chez BlackBerry, parce que là, ils comprennent pas comment que ça arrive. Puis là, au début, ils sont dans le déni un peu, tu sais. Ils disent, ben ouais, notre téléphone est bien plus fort, ils n'ont même pas de clavier. Puis Non, c'est ça. Puis là, après ça, ils sont mis à paniquer un peu. Oh oui, ça, ils sont mis à paniquer. Oui. Exactement. Et on parle d'inflation. Moi, j'avais collé la shot. Hein. Oui, tu l'avais collé la shot. Moi, j'ai dit, quand j'ai eu mon téléphone dans mes mains, je faisais rire de moi. Ben oui. J'ai fait des calls historiques, pareil. J'avais un fond de blanc. Mais j'avais mis un étui en rubber noir. Oui. OK. Donc, parce que là, on me disait que j'avais un téléphone de tapette. J'aime pas ça. Donc, je vais mettre tapette et ton téléphone. Ben, c'est pas grave, là. Téléphone blanc. Mais je faisais rire de moi aussi à cause des bebelles, à cause des applications, toute la patente. Là, j'avais plein de gens autour de moi qui avaient des BlackBerry. Ah, ça t'offre pas, ça t'offre pas. Et j'avais dit à Radio Pirate, les podcasts doivent exister quelque part. J'avais dit, j'ai mon iPhone depuis une semaine. Et je peux vous dire une chose, si vous avez des actions de BlackBerry, de Research in Motion, vous les vendez aujourd'hui, vous êtes dans le pic et dans pas long, le BlackBerry sera à la même place que le téléphone avec une ligne et un grand fil et avec une roulette. Personne me croyait, incluant les gens alentour de la table. Je ne sais pas si c'était là à ce moment-là, mais je me rappelle très bien. Tout le monde se moquait de moi un peu. Mais, tu sais, j'en fais des prédictions de même. Oui, tu en fais des prédictions. Mais tu as une boule de cristal. J'ai une boule de cristal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je sais que j'ai pas fait de call, mais je sais que quand j'ai vu cette présentation-là, parce que je me rappelle très bien de l'avoir vu en 2006 ou 2007. 2007. Aujourd'hui, c'est jour pour jour. Je me rappelle très bien de l'avoir vu et je m'étais dit, moi, ça va me prendre ce téléphone-là. Je veux l'avoir aussitôt qu'il sort. Je me suis même pas posé de questions. Et depuis ce temps-là, moi, j'ai un iPhone. Puis je vois pas le moment où je vais changer de type de téléphone. Dans le lancement de Radio Pirate a été fait le 17 mars 2006. OK. Là, on est quelle date? On est le 9 janvier 2020. 2007, c'est ça? Oui. Job, c'est 2007, exactement ça. Donc, 9 janvier 2007. Et moi, dans des entrevues que je fais dans les médias,
Puis c'est disponible encore. Celle de Bruno Guglielminetti. Exact. Il y a un audio, puis je l'ai dit sur d'autres antennes aussi, mais je ne trouve pas l'audio de ça. Mais il y a un audio de Radio-Canada qui traîne, que quelqu'un m'a envoyé il y a peut-être 3-4 mois, où je fais l'entrevue avec ce gars-là de Radio-Canada et que je lui explique. Lui, c'est une sommité là, dans le domaine de la technologie, de ce que je comprends. Oh oui, et lui, je lui explique parce qu'il me pose des questions sur mais la radio Internet, radio pirate, les ordis, vous allez être limité quand même. Là, j'ai dit non, parce que dans vraiment pas longtemps, on aura des nouveaux téléphones intelligents qui vont être le centre de notre vie au niveau du divertissement. Ah ben, c'est Nostradamus. Et j'ai dit ça en février 2006. Ah oui. Pour un cave de Chicoutimi-Nord, l'école Charles-Gravel quand même. C'était la pire polyvalente de l'histoire dans les années 80 là, au Québec. Là. C'est quand même pas pire. Là, tu veux dire, pour un... Les haters me traitent de toi et non. T'as pas fini ton secondaire, t'as pas été à l'école, t'as pas ci, t'as pas... Quand même pas pire. Hey, pour un cave, là. Jeff, on parle d'inflation. En as-tu une petite vite? Oui, j'en ai une petite vite. OK, parfait. Fais ta petite vite parce que... Oui, une petite vite. Inflation. Après ça, on a parlé de quoi? Réduflation. Réduflation, c'est quoi? C'est la boîte de céréales qui tient plus de bout. Là. OK? C'est les boîtes de biscuits qui n'ont rien dedans. Là. On s'est entendu ça, la réduflation. C'est un Big Mac macaron. C'est ça. Et là, on est dans une autre étape. Là, il faut couper. Là, c'est dans la déqualiflation. C'est un beau mot, ça. Un mix de qualité et d'inflation. Ce que je veux dire, c'est de réduire la qualité des produits. Oh, si, bois. Non, c'est parti, là. Non, Jeff, c'est parti pour vrai. C'est rendu que des mélanges à tarte, là. Tu fais des tartes à la maison, tu roules de la crise de pâte, là. OK? Puis t'achètes des bleuets dans une canne, tu mets dans la tarte. Là, tu te dis, tabarouette, je fais une tarte. Je coupe la tarte, toute cool. Foire, ça tient plus de bout. Pourquoi? Parce que avant ça, c'est ça l'affaire, c'est qu'avant, ils ont remplacé, avant ça, l'huile dans la préparation à tarte. Quand tu regardes la liste des ingrédients, là, bien, l'huile, avant ça, était le 3e ingrédient, il est rendu le 6e. En 3e, c'est de l'eau. Donc, on m'a dit, plus ça va... Incroyable. Plus ça va, plus Incroyable. Que les compagnies jouent dans le stuff, ils vont jusqu'à la limite de l'acceptable. Je te donne un autre exemple. Les barres Quaker. Tu sais, l'enrobage chocolat. Tu sais, une barre Quaker enrobée de chocolat. Là. Les barres tendres enrobées de chocolat. L'enrobage, c'était cacao, de l'huile. Parce qu'on va dire, c'est l'enrobage chocolaté. C'est du chocolat. Qualité moyenne, mais c'est du chocolat pareil. Il y a du cacao, Carlif, là-dedans. À cette heure, il y avait ça des enrobages... C'est des genres caroube, huile de palme. Une barre, t'as peu, là. Une barre Quaker, avant, puis la nouvelle barre Quaker, il y a 40% de plus de gras saturé dans les barres. Ah, c'est dégueulasse. Plus ça va, plus qu'on mange de la marde. Ah, c'est bon. Plus que les compagnies mettent de la marde. Cheese Whiz. Cheese Whiz, c'est pareil. Cheese Whiz, tu sais, avant ça, tu avais les ingrédients dans du Cheese Whiz. Dis-moi pas qu'il n'y a, plus de cheese dans le Cheese Whiz. Non. Non, mais il y a encore beaucoup de whiz. Non, c'est ça. Il y en a qui disent qu'il y a du mastic. Je comprends, là. Mais, puis c'est pas sa vraie couleur. Mais l'affaire, c'est que t'avais... Les ingrédients, c'était fromage, eau, substance laitière, etc., etc. La star, c'est substance laitière, eau, fromage. OK, ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que les bonnes choses, d'une manière, les choses qui coûtent plus cher, les compagnies baissent les quantités. C'est dégueulasse. Et plus ça va, plus que la bouffe commerciale, si je peux dire l'appeler même, la bouffe commerciale, plus ça va, plus qu'on mange de la marde. Ah, c'est rien de la merde. Puis là, il va y avoir de plus en plus des protéines de Faites votre bouffe à la maison au complet. Arrêtez d'acheter des affaires de fête. Yark. Hey, on vient, tu sais. On vient pour plus de stock pour le live. Yes. Et on poursuit la boîte. La boîte. Sur le Prime avec notre chum Jerry. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Radio Pirate.
Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. OK, Doc Boucher, il faut que je te parle. Vas-y, Jeff. Je t'écoute attentivement. Voici, je te présente Michel Joannette. OK. Présente-moi, merci, Michel. Je vais prendre l'expression de Carlos de Punisher qui va être avec nous autres vendredi. On va lui décerner le prix du cornet du jour. C'est incroyable. Donc, le gars est malade comme un chien. Depuis qu'il a décidé de perdre du poids il y a quelque temps. Ouais. Et c'est un gars de 6 pieds 2 pouces, Ouais. un gars de 37 ans. C'est un grand Jack, là. Ouais. Qui est toujours affaibli depuis son hospitalisation aux soins intensifs. En avril dernier, ses ennuis ont commencé quand il souhaitait perdre du poids. Et sur Facebook, il tombe sur une annonce de produits amaigrissants vendus par une connaissance, un genre de trip pyramidal. Oui. Ben oui, exactement. Intrigué, Michel Joannette contacte la représentante qui lui propose une combinaison de 4 produits pour atteindre son objectif. Oh mon Dieu. Elle m'a dit que c'était des produits naturels et que dans le fond, avec ça, j'allais perdre les 15-20 livres que je voulais perdre et qu'il fallait juste suivre la posologie quotidienne et qu'il n'allait pas avoir de danger. Les produits en question sont dans la marque It Works, une entreprise américaine qui fait du commerce en ligne. Michel Joannette veut y croire quand il passe sa commande. Il est persuadé que ça va fonctionner. Le coût des produits pour un mois est de 297 $. Le gars s'est ramassé à l'hôpital. Ben oui. Il a été malade, donc le 3 avril 2023, il se présente à l'urgence de l'hôpital de Verdun. Rapidement, les résultats d'analyse révèlent qu'il souffre d'une hépatite fulminante, c'est-à-dire une inflammation fulgurante du foie. Le docteur Ivan Pavlov, un gars de Jonquière, de garde ce jour-là, est inquiet pour son patient. Ici, on parle de destruction du foie. Le foie qui peut survenir en Carrément. quelques heures ou en quelques jours. C'est pas une patente qui a duré sur 2-3 ans. Non, C'est rapidement, le gars, il a scrappé son foie. Là. Carrément. Avec des produits que... C'est capoté, là. Ben oui, mais c'est parce que les gens croient tous ces produits-là. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, là. T'es pas capable... Moi, mais jamais je mettrai dans mon corps des affaires de même. Mais je sais, mais les gens veulent croire. Ils veulent pas faire d'efforts. Ils veulent des produits miracles. Il n'y a pas un produit qui va te faire maigrir, là, OK? Il n'y a pas une poudre de perlimpinpin qui va te faire maigrir. L'Ozempic fait maigrir. L'Ozempic fait maigrir parce qu'il coupe la faim. OK? Même là, tu vas voir dans les prochains mois, dans les prochaines années, les problèmes de santé qui vont sortir parce que les gens vont être en carence alimentaire. Tu vas tout voir la plénoplie des gens qui vont en mourir, puis tu vas voir tout ça apparaître, là. C'est clair. Je crois ça à 400 % ce que tu viens de dire là. Ouais. Tu peux pas commencer à prendre un produit qui t'enlève la faim puis pas avoir de conséquences. Exactement. Tu as résumé ça dans une phrase simple qui est tout à fait vraie. Mais les gens veulent tellement pas faire d'efforts. Écoute, suivi par un médecin, quelqu'un qui en a besoin, un obèse morbide, que tu sais qu'il n'y a plus rien à faire, mais il faut que tu le sauves, oui. Mais le tas de petits gros puis de petites grosses qui sont lâches, qui veulent l'Ozempic pour perdre 15-20 livres, dangereux. Dangereux parce qu'ils n'auront pas de supervision. Alors, c'est ça. Et tu crois à toutes sortes de poudres. Là. Tu crois que tu vas... Écoute, puis la entre toi et moi, logique... tu viens de le dire, le 15-20 livres, c'est pas... Tu sais, pour un gars de 6'2", OK. Je fais pas partie de ceux, là. Tu sais, j'ai vu des affaires qui disent que, maintenant, de ne pas être en shape, c'est pas grave. Puis il y a un médecin qui sortait ça, là, cette semaine. Ben oui. Capoté, là. Je sais pas si tu as vu, là. Non, je vois l'autre alternative, je t'en parlerai tantôt, là. Ben oui, c'est rendu que c'est quasiment cool d'être gros, là. Arrêtez de penser qu'être gros, c'est pas correct. Mais je veux dire, 15-20 livres, 6'2", t'es pas gros, là. Okay? Hey, 15-20 livres, 6'2", Jeff, c'est 3 mois, là. Ben oui, je veux dire, ça prend pas de gros efforts. T'as pas besoin d'avoir un entraîneur. Non. Tu as besoin de juste changer quelques affaires. Je sais pas, mettons que la fin de semaine, tu prends 8-9 bières par fin de semaine parce que tu aimes ça. Ben, tu prends des bières très caloriques parce que tu aimes les bières, mettons, de microbrasserie avec toutes sortes de patentes dedans. Mais Chris, tu coupes ça. La première affaire, tu coupes ça. Tu vas probablement récupérer une dizaine de livres là en partant. Tu as la mauvaise habitude de faire un peu trop de cheating day.
Donc, ça veut dire que tu te ramasses trop souvent du fast-food ou encore tu manges trop de pain blanc, tu manges trop... On le sait où sont nos patentes, là. Un peu d'effort, sans nécessairement faire une tonne de choses physiques qui vont... parce que tu n'es pas quelqu'un qui s'entraîne, tu n'aimes pas la discipline. Tu as juste besoin de bouger un peu. Voyons, ça se fait quand même. Tu sais, c'est pas comme tu disais, il y a des gens qui sont 125 livres, 150 livres overweight. Ça, c'est quasiment impossible. Des apports de sacrifices incroyables. Là. Écoute, j'en ai de cette clientèle-là. Il y en a qui réussissent, mais c'est extrêmement difficile de dire quand tu es rendu 120 livres overweight que tu vas changer ton style de vie. 20 livres sur un frame de 6 et 2, excuse-moi, c'est rien. Non, ben exactement. Mais je suis allé voir les statistiques, là, parce que vous ne pouvez pas les patentes tout croche. Là. Les vraies statistiques, là, je suis allé du côté américain. C'est l'université Scranton en Pennsylvanie. Je ne sais pas c'est où en Pennsylvanie. Je ne peux pas dire. Scranton. Je pense que c'est plus proche de New York que de Philadelphie, là, mais c'est en Pennsylvanie. Je pense que c'est dans le coin de Trenton. OK. Peux-tu? J'ai passé dans ce coin-là. L'université de Scranton, c'est une étude de 2014-2015, quand ils ont sorti cette étude-là. 8%, c'est une vraie étude universitaire. 8% du monde, 8% du monde qui commence en janvier, parce qu'on est là-dedans, qui commence en janvier un programme de mise en forme et de maigrissage. Un peu, tu veux dire, ben oui. Ça peut être quelqu'un qui veut perdre juste 10 livres, ça peut être quelqu'un qui veut perdre 70 livres. Entends-tu, là? On parle d'un programme de mise en forme et de bonnes intentions. OK? On va le dire comme ça. 8% le 1er mars sont encore là. Oui. Ben oui. 8%. C'est 80, le 1er mars. C'est 90% d'abandon en 3 mois. Le monde est lâche, tu peux même pas t'imaginer. Mais ça, pour les gyms, c'est le fun. Ben oui, parce qu'un client payant, c'est un client qui y va pas. Là. Ben, c'est la réalité, les gars. Il prend pas sa douche. Exactement. Il bouge pas, là. Il use pas les équipements, il fait rien, là, mais il a pris un contrat pour 1 an, puis il paye à tous les mois, puis il a fini ça, là. Alors, le mois de janvier, c'est incroyable pour les gyms. Là. Ah oui, ben oui. Écoute. Eux autres, c'est là leur Thanksgiving est là. C'est là que ça se passe. Oui, carrément. Puis, tu sais, c'est une tristesse parce que c'est les résolutions. Les gens ne comprennent pas. C'est un changement de style de vie que tu dois viser. Une résolution, là, c'est une preuve d'échec avant même que tu l'aies formulée. Parce que prendre une résolution, je vais maigrir, OK, mais tu vas te tourner vers de la poudre de perlimpinpin, tu vas te tourner vers une diète stupide, vers l'entraînement de haute intensité. Il n'y a pas un corps qui tolère ça. Oui, mais Doc, Christophe, tu m'aurais dit 50 %. J'aurais dit, oui, c'est 50 %. Il y a du monde qui a... Là, Christophe, le monde abandonne complètement. Là. Le monde, il s'en fout. Là. C'est 8 %. Hey, la discipline que ça prend t'entraîner régulièrement, gérer ton alimentation, réfléchir à ton alimentation, c'est trop pour la majorité des gens. Moi, je peux pas le faire. Pourquoi? Moi, je suis un gars qui s'entraîne le matin. Le soir, je suis brûlé. Okay? Oui, absolument. Le jour, je travaille. Je commence à 5h30 le matin. Puis, tu sais, je suis pas capable de me lever à 4h30 et m'entraîner 1 heure. Je suis pas capable. Fais pas ça. Je suis pas capable. Je vais scraper ma journée. Ah ouais, mais tu vas être en forme. Je suis pas capable. Regarde, excusez-moi. Là. Ouais, mais faut jamais que tu coupes ton sommeil pour aller t'entraîner. Ben, je pense pas. Parce que tu vas te brûler encore plus. Si tu perds 1 heure de sommeil pour aller t'entraîner, ton sommeil... J'aimerais ça commencer à travailler à midi. On l'a déjà fait. On a commencé à travailler à midi, puis on finit vers 6h30, 7h. Le matin, moi, je te lève tôt. Donc, tu te lèves à 6h. Chris, tu ne peux pas commencer à viroyer jusqu'au temps que tu aies travaillé. Tu t'en vas au gym, tu passes 1 heure. C'est extraordinaire. Oui. Mais il y a plein de monde qui n'ont pas l'horaire pour ça. Il y a plein de monde... c'est le fun d'y aller. Ils aiment l'ambiance. Mais là... Quand eux autres, mettons, ils ont des chiffres, mettons, vous êtes infirmière, vous êtes infirmier, ils ont des chiffres de nuit, ils ont des chiffres de jour, ils ont des chiffres... Comment tu fais pour faire une discipline? Tough en tabarnache. Oui, bien, tu sais, il faut être des programmes comme moi où tu vas y aller par des tranches de 20 minutes d'entraînement 2-3 fois par semaine que tu vas mettre dans ton agenda et qui n'exigent pas, où tu te brûleras pas à l'effort puis tu te brûleras pas musculairement. Ça, c'est une base d'entraînement très simple que tu peux implanter. Là. Si tu as 2 heures par semaine que tu peux faire chez vous en tranche de 15, 20 ou 30 minutes, tu vas y arriver. Mais si tu penses devoir aller au gym pour atteindre tes résultats, non, c'est ça. Ça marchera pas. Ça marche pas pour la majorité des gens.
Puis la principale discipline, c'est la discipline alimentaire. Tu sais, tu peux t'entraîner comme tu voudras. Si tu ne gères pas ta bouffe, tu n'auras pas de résultat. Non. Oublie ça. Ça, c'est la base. 80% de ta patente, c'est ta nutrition. Est-ce que je rêve, mais l'entraînement ne brûle pas de gras? Tout dépend de la zone où tu brûles du gras. Tout dépend de la zone. À l'entraînement... Parce que ce que j'ai compris, c'est que je disais quelque chose, ça disait l'entraînement brûle des calories, mais le gras n'est pas brûlé par l'entraînement. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, tout dépend de l'intensité de l'effort. Okay. Moi, mes gens, je vais leur cibler une zone de fréquence cardiaque où je sais qu'ils brûlent du gras parce que je le mesure. L'entraînement musculaire, de la manière que je le fais, le muscle est un organe qui libère des hormones qui vont dire aux cellules adipeuses, libère du gras pour qu'on le brûle. Donc, je vais faire à mes clients de l'entraînement musculaire de basse intensité, pas de haute intensité. Parce que si je suis en haute intensité au niveau cardio, je suis en haute intensité au niveau musculaire, là, je ne brûle que des glucides. Et moi, je veux pas ça. Puis mes gens vont s'épuiser. Donc, si je les garde au niveau cardio et musculaire dans une zone où ils brûlent du gras, ils ne s'épuisent pas. Ça devient fun de faire l'entraînement. Pardon? Ils font quoi, genre? Bien, regarde, je viens d'envoyer un programme hier. C'était 3 fois 30 minutes de cardio pour la personne qui est en surplus de poids de 50 livres. Fréquence cardiaque qui part de 100 battements par minute puis qui arrête à 130 battements par minute. Sur une évolution sur 30 minutes. Donc, il y a un 5 minutes bien basse intensité, une augmentation jusqu'à temps qu'elle atteigne sa zone optimale où elle brûle du gras. L'entraînement musculaire, c'est un 30 minutes avec des bandes de résistance. C'est des vidéos que j'ai faites que mes clients ont accès. Donc ça, elle a 2 heures et demie dans sa semaine où elle va gérer son entraînement comme elle veut, mais elle ne fera pas 1 heure. Elle ne peut pas faire cardio et musculaire dans la même journée. Tu fais cardio, tu fais musculaire parce que dans une autre journée... Quelqu'un 50 livres au-dessus, cardio, il fait quoi? Il fait du tapis roulant? Il va faire de la marche, il fait du tapis roulant ou de la marche. De la marche. Jamais de la course. Jamais. Il n'y a aucun surtout quelqu'un qui est overweight, en vieillissant, les genoux pètent. C'est ça, exactement. Je n'ai beaucoup des gens qui sont déjà blessés. Donc, moi, ce qu'il faut que je tienne compte, c'est de la capacité musculaire, la capacité osseuse. Fait que je ne peux pas demander à quelqu'un d'atteindre 130 battements par minute si à 115, les genoux sont en train de lâcher. Donc, c'est les genoux qui vont déterminer l'intensité de l'effort. Il y a toute cette dimension-là assez simple d'entraînement que les gens ne comprennent pas. Wow, je peux faire les choses simplement pour avoir des résultats exceptionnels. C'est toi, toujours... je comprends là, que tu n'as jamais tombé dans une sauce de type de comment on appelle ça, là, de manger, mettons, keto, non, de même. Oui, non. Tu sais, les affaires là, de couper, tu sais, demain matin, là, je comprends que tout le monde va dire le pain blanc, c'est un fucking killer parce qu'il y a une tonne de sucre là-dedans. Ça tient rien, il n'y a rien, c'est vide, etc. Mais Christophe, tu sais, comme Jerry dit souvent, le pain blanc, je comprends qu'on peut prendre le pain brun, là, mais un pain blanc, c'est pratique pour un paquet d'affaires quand tu as à te faire des lunchs. À un moment donné, il faut manger. Là. Ben, exactement, Jeff. Tu peux te faire un sandwich, tu peux te faire ci, tu peux te faire ça. Donc, le pain blanc, il est dur à éliminer dans la pratique. Je comprends. Mais tu n'as pas à l'éliminer. Tu n'as pas à l'éliminer, Jeff. Je te donne un exemple. Jerry devant moi, là. Jerry, je veux le faire maigrir. Là. Le carrure qu'il a, là, c'est 2300 calories par jour. Ben, Jerry, dans ton 2300 calories, admettons que tu as le droit à 250 grammes de glucides dans ta journée, ben, alloue-en à ton pain blanc, alloue une partie de ça à ton pain blanc, mais alloue le reste aux fruits, à des légumes, puis à des glucides plus complexes. Et okay, donc, si t'es compte dans tes glucides, t'es correct. T'es correct, absolument. Mais si tu manges du pain blanc, tu manges des friandises, tu manges des chips, tu comprends que tu n'as pas des bons glucides nulle part dans ta journée, t'es fini. Mais ton pain blanc, dans un contexte alimentaire global, où tu as des bons glucides à travers ça, il n'y a aucun foutu problème. Vraiment aucun. C'est une question de contexte. Hein? Ce n'est pas vraiment une question d'aliment en particulier, c'est une question de contexte. Sur quelqu'un qui a un 20, 25 livres, 30 livres à perdre, puis qui a des habitudes, on vient parler de la bouffe, mais quelqu'un qui prend, justement, là, le jeudi soir, le vendredi, samedi, une bière plus musclée, avec plus de calories, prend un verre de vin rouge, aime prendre un verre... La boisson, est-ce que c'est vrai que c'est énormément... si, mettons, tu coupes la boisson, il y a comme des modes, là, après les fêtes, des gens prennent un mois. Là. Ça a l'air que, je dis ça de même, moi, je n'ai pas essayé, puis j'ai pas, moi, j'ai peut-être une dizaine de livres que j'aimerais ça me débarrasser, mais pas... Tu sais, je me sens pas le besoin tant que ça, là, j'aimerais ça peut-être. Là. Mais tu sais, je veux dire,
de tout couper et de faire des sacrifices sur des paquets d'affaires pendant 1 mois, 2 mois pour voir le résultat. Je n'ai pas senti le besoin de ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai juste coupé la boisson pendant 2 mois, puis j'avais 20 livres à perdre, j'en ai perdu 12 juste avec la boisson. C'est instantané. Est-ce que c'est tant que ça? C'est instantané. Oh oui, vraiment. La boisson, c'est un destructeur de métabolisme. OK? La boisson, mettons que tu manges, tu prends des protéines, des lipides, glucides, pour que ça s'en aille dans tes cellules, dans ton corps, ça a besoin de transporteurs. L'alcool diffuse directement dans tes cellules. Ça bousille ta capacité à brûler du gras. Tes cellules qui produisent énergie deviennent folles. Puis à ce moment-là, tu ne fais que stocker du gras. Pour mes clients, moi, mes hommes, c'est maximum 5 consommations par semaine. Mes clientes, 3 consommations par semaine. Si tu respectes ça, tu vas maigrir. Mais si tu dépasses ça, tu vas engraisser, c'est automatique parce que l'alcool fait en sorte que tu engraisses. OK. Est-ce qu'il y en a de plus que d'autres? Est-ce que le vin est pire? Est-ce que la bière... Mettons, je comprends qu'une Michelob, ça goûte à rien. Ouais. Je comprends qu'il y a certaines bières qui n'ont pas de carbs, il n'y a pas beaucoup de calories, etc. Comparativement à une bière de microbrasserie très, très lourde, épaisse, avec beaucoup de stock dedans. Mais est-ce que... Mettons, quelqu'un dit, ben moi, je prends, je comprends qu'un rhum and coke, même si tu prends un coke diète, dans le rhum, il y en a c'est rien que du sucre. Là. Ben oui. Mais est-ce qu'il y a des choses pires que d'autres? Ben, ce que tu viens de mentionner, si tu prends un rhum avec du coke ou tu as de la canne à sucre, là, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Tu as de l'alcool. C'est de la melasse. Du rhum, c'est de la melasse. C'est ça. L'alcool bourré avec du sucre, là. Ah oui. Tu viens de te faire un pic d'insuline, tu es sûr que tu stockes du gras pendant un bon bout. Tu es en train d'engraisser en temps réel. Ouais. Je pense techniquement que tu vas avoir moins de problèmes, exemple, avec un scotch, un whisky, ton once de whisky, là où tu vas avoir de l'alcool pur. Est-ce que la vodka est faite avec des patates? Moi, je parle de vodka. Est-ce que je faut que je crisse la vodka au bout de mes bras? J'en prends pas beaucoup, là. Non, je parle à peu près 6 onces par semaine. OK. Ben écoute, à 6 onces par semaine... T'es raisonnable. C'est-tu 6 onces Je par semaine plus d'autres choses, Jeff? Non, mais je prends ça, mais je prends plus beaucoup de bière. La bière me bourre. Je dois prendre une bière le jeu. Avant, j'en prenais 2 des fois. Mais là, c'est une bière jeudi, une vendredi, samedi. Donc, mettons 3-4 bières à la fin de semaine. Je suis rendu vraiment plate. Et moi, 3-4 bières, je prenais ça en me levant, là, avant. Mais encore là, si ton objectif, c'est de perdre du poids, 1 once d'alcool fort, c'est une consommation. 5 onces, c'est un verre de vin, 5 onces, puis une bière, une consommation. Essaye de ne pas dépasser 5 dans ta semaine. Okay. Et essaye de ne pas les concentrer toutes dans la même journée. Ah, tu m'énerves. Non, ça, c'est pas pareil. Toi, t'es cassé de party tout le temps. Ah, je le sais. Mais tu sais, ma job, c'est de faire maigrir les petits gros. Hein? Fait que je suis obligé de leur dire la vérité, là, pareil. Là. On va te dire de quoi? Tu manques pas de business, hein? Hey, non, calique. Mais là, il y a les petites grosses qui sortent qui disent qu'il faut s'accepter comme étant grosses. Là. Oui, parce que c'est la période en même temps. Hey, je voudrais juste dire au monde là, que l'obésité, c'est un destructeur de corps. T'as beau vouloir dire que tu t'acceptes, là, mais si t'as besoin de 1500 calories par jour puis t'en manges 3500 comme le font la plupart des petits groupes, des petites grosses, t'es un obèse morbide, OK? C'est pas pour rien que t'es gros. Et là, si t'essayes de te faire croire qu'il faut s'accepter de même, je suis obligé de te dire, encore une fois, que l'obésité, c'est un destructeur de corps. Cancer, diabète, hypertension, hypercholestérolémie, risque d'AVC, risque de maladie cardiaque, destruction des articulations. Puis diabète, je veux juste ouvrir une parenthèse. Il semblerait, en tout cas ce que j'ai lu, semblerait qu'on est en train de faire un lien direct entre l'insuline et l'Alzheimer. Hein? Écoute, j'ai pas tout lu, mais j'ai commencé à voir effectivement ces aspects-là. Ouais. Donc, tu sais. Je pourrais t'en parler plus quand j'aurai lu davantage, là, mais. Oui. En tout cas, c'est peut-être quelque chose dans 3 ans va être démoli, là, mais c'est ce que j'ai lu dans le temps des fêtes. Je me suis dit, oh my God. Mais l'obésité a un lien avec la dégénérescence cognitive. Aussi? Ben oui, ça a un impact majeur sur le cerveau. Hein. Donc, tout ça fait en sorte que tu réduis ta qualité de vie, tu réduis ta durée de vie. Tout ça parce que tu te dis, moi, je veux juste manger comme un gros cochon. Ben, si tu veux le faire, mais essaye pas de faire croire aux gens que c'est sain être obèse. Tu sais, il y a un phénomène qu'on appelle... Moi, j'en reviens pas encore. Les photos des années 70, début 80 qu'on voit à la beach, puis des genres de festival rock, t'es pas capable de voir un seul gros. C'était-tu la cigarette, je vois le verre? C'était quoi qui faisait ça? Ça buvait de la bière à pu finir. Ça prenait du gin dans une bouteille verte assise. Ça prenait... Il enlevait le top de la bouteille, il prenait ça, puis le top, on n'a plus besoin, jette ça. Qui buvait. Ouais, mais les gens... Christy qui buvait.
Les gens étaient plus actifs, Jeff. Le monde bougeait. Vous bouffaient pas autant. Le monde bougeait plus. C'était ça la grosse différence. Là, le niveau d'activité, comment il a diminué. Puis dans les années 70, t'avais pas. C'était l'apparition des glucides raffinés. Fait que c'est là, à partir des années 70, que tu as vu les courbes d'obésité exploser. Ouais, c'est ça. Mais juste avant, 60-70, tu avais des gens qui t'inquiètent puis qui mangeaient, puis c'était pas si grave parce que tu n'es pas rentré dans le fast-food encore puis dans les glucides raffinés, où ça, c'est un impact sur le métabolisme absolument épouvantable. C'est ça. Regarde, c'est le mal de notre société. Là. Ce qu'on parle là, on le voit par le succès de tous les produits qui sont en train d'arriver, de voir comment c'est le sujet. Là. C'est vrai, c'est relié directement à notre... On bouge plus, on est sur nos téléphones, on est en train d'écouter la TV, on voit plus les gens. T'sais, avant, on allait voir les gens en vélo quelque part pour décider ce qu'on faisait dans la soirée. Aujourd'hui, ils font des groupes sur Messenger ou sur Snapchat, puis c'est là qu'ils décident. Donc, ils n'ont plus besoin de bouger comme avant. La société a vraiment changé. Oui, les gens sont rendus lâches. Puis tu sais, moi, je dis aux gens, de réussir ta perte de poids, c'est atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Ça veut dire que tu répètes les mêmes comportements pour le reste de ta vie. Mais la plupart des gens sont tellement lâches qu'ils ne feront jamais ça. Non, ils le font jamais. C'est un abandon total. Écoute, la beauté de tout ça, c'est que, un peu comme l'industrie des morts, c'est que toi, tu as une industrie qui se renouvelle. Ah, moi, chaque jour, je remercie Jésus pour avoir inventé l'usine de production de gros. Le Doc Boucher. Salut. On te suit comment, Doc? DenisBoucher.com. Yes, thank you, man. Salut. On vient. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Oh oh! La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Mais le pire, c'est que je l'ai mis, puis je suis pas sûr que c'est une poubelle tant que ça, parce que... OK. Ben, c'est parce qu'on a abusé un peu dans le timing, puis mes résolutions de cette année, j'ai dit, pour le Prime, il faut faire 4 heures, et pour le live, il faut faire 1h30, sinon on passe nos journées quasiment à jaser. Puis là, ben, finalement, on vient quasiment brûler après 2 mois de radio. Il nous en reste 6 mois à faire avant les vacances d'été, donc on veut être en forme. Mais c'est un sujet que j'ai abordé il y a 4-5 jours sur Twitter que je veux vous parler. Puis j'aurais pu le mettre dans l'ouverture, j'aurais pu faire mon ouverture avec ça cette semaine à un moment donné, mais regarde, on jase de toutes sortes d'affaires en ouvrant souvent. Mais je veux revenir sur la fameuse patente. Vous savez qu'en été, il y a faites attention au barbecue avec les propanes, faites attention avec les boulettes de bœuf, faites attention. Il y a comme des sujets, puis surtout quand c'est des périodes de l'année qui sont faibles en activité normale. Donc, le mois de janvier, le début de janvier, entre les fêtes, ils ont comme plusieurs affaires de prévues à chaque année qui refont tout le temps. Là. C'est toujours la même nouvelle qui revient, ou à peu près. Là. Donc, à chaque année, on revient avec la Christie de patente que les grands patrons québécois ont déjà gagné le salaire moyen annuel d'un travailleur. C'est ça. Ça, je trouve que ça, c'est... Puis, écoute, je ne veux pas tomber dans le panneau. Ils font ça pour qu'on en parle, j'imagine. Mais que ce texte-là existe et qu'il soit récurrent à chaque année, so be it, OK, on est capable d'endurer. Mais de voir qu'un politicien qui est chef d'un parti de la deuxième opposition, c'est la deuxième ou la troisième? Je ne sais plus. Je pense à la deuxième. La deuxième opposition à l'Assemblée nationale du Québec. Je parle de GND, notre petit communiste cheap, qui prend ce texte-là et qui indique, pendant ce temps, 1 Québécois sur 10 fréquente une banque alimentaire. Quelle indécence! Ce genre de populisme de junior à marde, je suis pas capable. Je trouve que c'est... Tu sais, si, mettons, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un populiste qui veut avoir des clics, puis
puis qui veut bâtir son nombre de followers sur Twitter, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, on parle d'un politicien à 130 000 $ par année, plus un compte de dépenses de 30 000 qui fait partie des décideurs, mais c'est surtout quelqu'un que les médias vont voir à tout bout de champ sur à peu près tous les sujets. Tu dis, si boire, c'est donc bien faible. Quel est le lien entre un patron, lui-même gagne 130 000 par année, pour on ne sait pas trop quoi. Regarde le CV de ce gars-là, à part avoir fait une manifestation. Comment on peut évaluer que ce gars-là vaut 130 000 plus un compte de dépenses de 30 000 non imposable? Donc, ça veut dire facilement un salaire de près 190 000. Et maintenant, ce gars-là, avec le nombre d'années qu'il est là, est assuré d'une retraite grassement payée par les Québécois dans le futur, une fois qu'il aura 65 ans. T'sais, il fait partie du... S'il n'est pas dans le 1%, il est vraiment pas loin du 1%. Donc, quel est le lien entre un patron qui a été à l'école... OK, on va se faire une image. On va se faire une image de quelqu'un, il a une entreprise. OK? Il part son entreprise, il part ça dans son garage avec sa femme, ils font des sacrifices, mettent une hypothèque sur sa maison, ça marche. Je suis en train quasiment de faire l'histoire d'Amazon, mais ça se met à marcher. Et là, l'entreprise part. Il est rendu avec 450 employés au bureau chef. Il y a un autre bureau à Hong Kong. Il y a un bureau à Vancouver. Il y a un bureau à Atlanta. Quand tu regardes la compagnie au complet, ils sont 3600 employés. Ils ont un chiffre d'affaires de 8 milliards par année. Et le Québécois qui a commencé avec sa blonde dans son garage, puis qui a le head office à Montréal ou à Québec ou peu importe, le gars a un salaire parce qu'il opère encore la compagnie. Le CA s'occupe de renouveler son contrat à chaque année. Le gars a tous les contacts du monde. Il a pris toutes les affaires qu'il fallait faire que bien des gens ne sont pas capables de faire parce qu'il y a un côté très épeurant à ça. Donc, il est allé à l'école. Il y a du front tout le tour de la tête. Il est risqueux. Il est ingénieux. Et le gars opère une compagnie qui emploie et qui donne des bonnes conditions à des milliers de personnes à travers l'Amérique, puis même Hong Kong. Puis le gars se donne un salaire de, puis c'est le CA qui l'a voté, de 5 millions par année, plus bonus. Si, mettons, il atteint de meilleurs chiffres année après année. Puis sa femme, elle, elle a décidé d'être sur le CA, elle n'est plus vraiment là-dedans, puis elle, sur le CA, a fait 1 million par année. C'est quoi le problème à GND? Et quel est le lien entre lui et la Banque alimentaire? Il y en a crissement zéro. Il y en a crissement zéro. Au contraire, je vais vous lire le tweet que j'ai envoyé à Gabriel Nadeau-Dubois. Il y en a plusieurs qui l'ont vu. Je pense que c'est un des tweets qui a eu le plus de participation. Je pense que ça a eu quoi? On peut voir, ça, c'est celui de GND a eu 260 likes. Moi, j'en ai eu tout près de 1000. Et les gens ont compris c'était quoi le sens. Mais je vous le lis pareil, OK? Donc, je parle de l'ado communiste qui joue au populiste. On s'entend qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais, comme je dis, si c'était juste pour faire plaisir à quelques followers sur Twitter, ce serait pas grand-chose. Mais le bug du discours de GND, c'est que c'est un discours de loser, OK? Puis utilisé par des profs dans tout le niveau scolaire, spécifiquement au niveau universitaire. Même chose dans les médias également. C'est pas pour rien qu'on vous met ce genre d'article-là. Notre modèle québécois, il est réglementé à l'os. On est taxé comme des esclaves et c'est ça qui est à l'origine de la pauvreté collective du Québec. Pas le gars qui a réussi, pas le gars qui emploie plein de Québécois qui gagnent un bon salaire puis qui se donne un salaire au-dessus de la moyenne parce que c'est un gars exceptionnel. C'est notre modèle à nous qui fait de nous autres des travailleurs avec des salaires bien ordinaires puis qui nous prennent en esclaves, qui est à l'origine de la pauvreté collective du Québec. Pas les boss qui gagnent des gros salaires. Si on veut être parmi les meilleurs, on le sait. Puis GND devrait le savoir. Il est en politique, tabarnak. Moi, j'étais un fucking animateur de radio qui fait des podcasts. Recyclé en podcast, dans son sous-sol, jeuf. OK? Pas de secondaire 5, toute la patente, OK? Mais comment ça se fait que moi, je sais comment ça marche?
Comment ça que c'est pas lui qui me fait la leçon? Comment ça que c'est moi? J'ai pas d'affaire. Moi, je suis rien, moi, là. Je vais te dire pourquoi lui, il ne sait pas. Parce que lui, là, il accompagnait son père dans des assemblées syndicales. Lui, quand il était petit, son père, il l'amenait avec lui. Donnait un break à la mère. Il amenait le flot dans des assemblées. Son père, c'est un syndicaliste pur. Il l'amenait dans des réunions syndicales. Donc, il a passé son enfance là-dedans. OK, donc... Et quand il est sorti de l'école, école privée, by the way, quand il est sorti de l'école, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose que son père. Il est rentré dans une association syndicale étudiante qui s'appelle l'AC. C'est là, il n'a jamais rien géré, ce gars-là. Là. Donc, c'est un gars qui, dans son enfance, il se faisait dire, que les boss, c'était des crosseurs. Exact. Alors que c'est tout l'inverse que moi, j'ai. Si on veut être parmi les meilleurs, c'est pas compliqué. Il faut souhaiter de plus en plus de Québécois qui vont devenir des patrons avec des gros salaires dans une tonne de nouvelles entreprises que ces gens-là vont créer pour finalement créer encore plus de richesse, pour que la richesse arrête d'être enlevée des poches du monde par le gouvernement pour essayer de faire des jobs à 100 000, mais de gens qui sont des fonctionnaires. Il faut de la vraie richesse. Il faut des entreprises et il faut des patrons qui gagnent des millions. Puis il en faut plein parce qu'une fois que ces gens-là gagnent des millions, ils créent une autre entreprise parce qu'ils deviennent des anges investisseurs. C'est ça. Et là, l'histoire. Parce qu'un communiste, il pense qu'il y a une tarte. Et que le gars qui est riche, il prend une grosse partie de la tarte. Ben oui. Au lieu de penser que dans une cuisine, on peut faire plein de tartes. Voilà. On va en faire des tartes. Donc, on va en faire plein de tartes. Les autres, ils pensent qu'il y en a juste une, puis que le gars qui est riche, il en prend une grosse partie. C'est un communiste pur. Pour y arriver, c'est bien facile. On a tout ce qu'il faut en passant. On a plein de monde qui sont bons, là. Il faut libérer les Québécois des taxes et des impôts débiles que les socialistes nous ont mis dans la gorge. Et surtout, il faut libérer les millions de règles que les gouvernements et les villes utilisent pour enchaîner les Québécois à devenir des fonds-fonds au lieu de devenir des patrons d'entreprises qui vont créer de la richesse et des jobs extraordinaires. Le communiste GND est en guerre contre les riches et il veut que tout le monde soit pauvre égal. Voilà. GND, c'est un loser. C'est ça, ma poubelle. C'est une très bonne poubelle. C'est une excellente poubelle. C'était elle, ma poubelle, aujourd'hui. Ça, c'est un tweet de loser. Un jeune homme bourré de potentiel. Il n'est pas démuni d'intelligence. Là, tu viens m'expliquer pourquoi. Ben oui. Il a été brainwashé jeune par son père. Son père, il l'amenait avec lui dans des assemblées syndicales. Puis qu'est-ce qui se passe dans une assemblée syndicale? Les boss, c'est toutes des mange-mardes. On parle contre les boss. Ben oui. Il est élevé là-dedans. Si on veut devenir riche, ça nous prend plus de patrons qui gagnent des millions pour qu'eux autres créent des entreprises puis qu'ils créent des bons jobs avec des bons salaires. Pas tout le monde peut être un boss, pas tout le monde peut créer, pas tout le monde peut prendre les risques de partir une entreprise puis de tout perdre. C'est pas tout le monde qui est fait de même. Les peu qui le font, merci. On en a besoin de plus. Et une chose en 2024, on doit éteindre les GND de ce monde. Ils ont trop de place. On leur en donne trop de place. Ce sont des losers. Enough. Le Québec n'est pas une place de loser. On l'est devenu. Mais si on regarde dans l'histoire, le Québec n'est pas une place de loser. Le modèle nous a rendu loser. Enough is enough. OK? Donc, on part par en avant. On élimine les gens qui veulent nous amener vers la pauvreté. On s'en va vers la richesse. Bravo aux patrons. Bravo aux créateurs d'emplois. Bravo à ceux qui prennent des risques. Thumbs up à vous autres. Puis merci d'être là, puis bonne année 2024 à vous autres. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour aujourd'hui sur Radio Pirate Live et le Prime. Merci à mon ami Mr. White, le producteur le plus extraordinaire du monde. Il est partout, merci à tous les collaborateurs qui étaient là. Et merci, bien sûr, à mon buddy, Jerry. Yes. On se parle demain, bye. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio-pirate.com. Get pirate or get out.